Ça va Thomas? Très bien, d'autant plus que je suis avec vous, donc ça va très très bien. Merci en tout cas. Vous m'entendez suffisamment? Ça va derrière? Au fond là? Là je vois, ça va à peu près. Non? Ils n'entendent... Ah, vous nous merci les ingénieurs. Voilà, heureusement qu'ils sont là. Merci Thomas d'être avec nous encore aujourd'hui pour cette 11e édition de la SF Connexion. J'ai quelques questions à te poser et ensuite... Voilà, on a un peu de l'arsène. Un petit peu de l'arsène, mais c'est pas grave, ça va être arrangé. Et ensuite, c'est le public qui posera ces questions parce que je sais que le public a énormément de questions à poser à Thomas et ce sera à votre tour dans quelques minutes. Donc, première question, Thomas, donc tu es comédien de théâtre, mais d'après ce que je sais, tu as aussi fait de la mise en scène. Et j'ai entendu parler d'une pièce sur l'hymne américain, cette pièce qui s'appelle Hymne. Où c'est le... Excuse-moi, je reprends un petit peu mes fiches. Où c'est en fait une spectatrice du concert de Woodstock qui vit le fameux hymne américain de Jimi Hendrix à ce moment-là. Et ma question était très simple. Est-ce que tu as déjà songé, comme tu as déjà fait de la mise en scène, à réaliser un film ou un court-métrage? Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça? Ma première énergie, ma première intention, c'était de devenir réalisateur de films. Parce que depuis que je suis enfant, je regarde du cinéma beaucoup, j'adore ça. Et donc je voulais être réalisateur comme Orson Welles, comme John Ford, et les films des années 30, 40, 50, dont je suis absolument fan. Aujourd'hui, on a du mal à les regarder. Je ne sais pas si vous les voyez un petit peu, mais à mon époque, c'est-à-dire il y a très longtemps, à la télévision française, on voyait des films... beaucoup d'anciens films en noir et blanc, c'est-à-dire la préhistoire. Et voilà, moi, ça m'a donné envie. Mais non, pour répondre à ta question, concrètement, je n'ai jamais réalisé, parce que j'ai pris une autre voie, je suis devenu comédien. Tant pis, ce sera dans une autre vie, mais ouais, non, je ne suis pas réalisateur. Il y a des comédiens qui deviennent réalisateurs. Exactement, oui. Mais non, moi, je suis un laborieux, non, sans aucune coquetterie. Hein, ouais, moi, j'ai besoin vraiment de... Comme quelqu'un qui creuse son sillon, je suis un peu un tâcheron vraiment. Et du coup, mon métier d'acteur, en fait, c'est tellement, pour moi, c'est sans fin en fait. Ça ne s'arrête pas. Et je n'ai pas les multitalents de certains de mes camarades. Et vous en connaissez un qui a réalisé la série un petit peu, qui a une certaine notoriété, voilà, qui sait tout faire, enfin qui sait faire plein de choses en tout cas. Moi, je ne sais pas du tout. Voilà. Donc je ne sais pas si je sais être acteur, en tout cas j'adore ça et j'aime bien m'améliorer, j'aime bien grignoter voilà, dans chaque spectacle, dans chaque film, dans chaque téléfilm, j'aime bien essayer de progresser, comprendre, de m'approprier les techniques. Au cinéma, comme vous le savez, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de montage, beaucoup plein de choses et ça c'est très difficile à approprier pour moi en tout cas. Il y a des grands acteurs de cinéma et ils sont grands justement parce qu'ils savent vraiment assimiler toutes ces techniques, toutes les contraintes, les dizaines de techniciens qui sont tout autour d'eux pendant qu'ils sont en train de tourner une scène très intimiste, c'est super dur. Et bien eux, ils savent le faire. Donc voilà, donc moi je sais pas bien, donc je grignote, voilà. Donc j'ai pas le temps pour faire autre chose. D'accord. Je sais aussi que tu es un grand admirateur de Shakespeare. Et je t'ai entendu une fois dans une petite interview où tu disais que Shakespeare, c'était un auteur qui n'était pas forcément très difficile. Et tu as qualifié Shakespeare que c'était un petit peu ton Star Trek à toi. Ton Star Trek à toi. Dans une interview, j'ai entendu dire que c'était... Alors pourquoi Tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pourquoi Shakespeare, c'est ton Star Trek à toi? Alors, j'ai aucun souvenir de cette interview, ça me paraît bizarre parce que Star Trek, c'est pas du tout une série que je connais bien, je la connais un tout petit peu, mais c'est pas du tout dans mon univers, donc c'est bizarre, mais bon, bref, peut-être. En tout cas, je vous raconte sur Shakespeare, comment Shakespeare est arrivé dans ma vie. J'avais 8 ans, à peu près, 9 maximum. À la télévision française, il y avait tous les samedis après-midi, Shakespeare diffusé en anglais, sous-titré, par les comédiens de la Royal Shakespeare Company de Londres, anglaise en tout cas. Et donc tous les samedis, je regardais ça à la télé. Et ça me fascinait.
Et un jour, enfin pas un jour, mais donc voilà, j'ai vu quasiment tout ce qui était programmé. Et je me souviens, ça ne m'a pas quitté, notamment Timon d'Athènes, qui est une des pièces de Shakespeare peut-être les moins connues, les moins mises en scène. Cette pièce-là m'avait bouleversé, à 8 ans, vraiment. Je n'en ai jamais perdu le souvenir. Et il se trouve que peut-être une vingtaine d'années plus tard, j'ai initié un projet autour de Timon d'Athènes que j'ai adapté avec d'abord tout seul et puis après avec un camarade que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Christophe Ambert et puis qui a repris la mise en scène que j'avais faite moi. Il m'a distribué dans le rôle de Timon d'Athènes et c'est la première fois que je jouais Shakespeare et voilà. Et donc ouais, Shakespeare, si ça a touché l'enfant que j'étais à l'époque, c'est bien signe que c'est un auteur suffisamment génial pour s'adresser à un enfant qui ne parle pas anglais, qui entend parler anglais à la télévision, qui déchiffre mal les sous-titres parce que ça va trop vite pour lui, mais n'empêche que j'étais bouleversé. Et cet homme-là, Shakespeare, il s'adresse à tout le monde en fait, aux enfants, enfin à tout le monde, quelle que soit notre culture, voilà, il est suffisamment génial pour qu'on puisse avoir une émotion en regardant, en écoutant ou en lisant Shakespeare. Je ne sais pas si je te réponds bien. Si, très bien, très bien, pas de problème. Johanna, une question pour toi? Ouais, Thomas, alors moi c'est une question que donc j'ai appris via Gabriel au premier contact que tu t'es très intéressé par l'art. Donc quand elle t'a parlé de Colmar, tu as parlé du triptyque à Unterlinden et quand on a été manger ensemble l'autre soir également, tu m'as dit oui, j'ai pas eu le temps forcément de faire les musées et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour l'art? Ma passion pour l'art, alors attention parce que c'est compliqué parce que l'art, je trouve que ça... c'est un petit peu ma marotte, tu m'as entendu hier Saïd, mais voilà. L'art, ça sépare. Voilà. Les gens qui se disent cultivés, très vite, ça met des barrières entre gens qui ne le sont pas. Donc là aussi, je vais partir de mon histoire personnelle. Je viens d'une famille dont les parents me traînaient au musée, dans les maisons de la culture, tout ça, et je regardais des tableaux. Et je me faisais... Je m'ennuyais. Tu aurais pu le dire. Hein. Beaucoup. Voilà, je ne comprenais pas. Voilà. Donc j'ai un rapport très imprégné de ça, très, très conflictuel avec la peinture notamment. La peinture, la plupart du temps, je ne la comprends pas, ça ne me fait rien. Voilà, je la regarde et je me dis qu'est-ce que ça veut dire. Comme dirait ce grand historien de l'art, Daniel Arras, que voilà, je vous encourage à lire, c'est un homme accessible à tous, Daniel Arras, il parle de l'histoire de la peinture. Et il se pose la question, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que raconte un tableau? Et donc, grâce à des gens comme Daniel Arras, j'ai eu des gens qui m'ont initié petit à petit à la peinture. Voilà, donc c'est vrai que la peinture m'intéresse. Je continue majoritairement à n'y rien comprendre, à ne rien ressentir, je l'avoue, à ma grande honte, devant les plus grands chefs-d'œuvre. Mais il y a une douzaine d'années, je suis venu à Colmar, un peu en vitesse, et puis je suis rentré dans le musée et j'ai vu le retable d'Issenheim. Voilà, et ça m'a fait quelque chose. Et depuis, j'y pense. Et quand je suis arrivé à Colmar vendredi, je me suis précipité au musée, malheureusement trop tard. Il restait que quelques minutes et donc j'ai pas pu le revoir. Donc voilà. Mon rapport à l'art, il est conflictuel. Mais voilà, un petit peu en parallèle. Donc la peinture, j'ai du mal. Mais tout aussi petit, on m'a traîné dans un endroit qui s'appelle la Fondation Mag, sur les hauteurs de la Côte d'Azur, là, à Vence. Et là, il y a une fondation où il y a des sculptures de Giacometti. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Giacometti. Il a sculpté des grands hommes tout maigres, tout fins. On les appelle les hommes en marche. Et je me souviens, il pleuvait un peu. Voilà, mes parents étaient dans le musée, tout ça, ça me saoulait. Il y avait d'autres tableaux, ça me saoulait. Mais par contre, je suis resté en arrêt devant une statue de Giacometti. Donc l'art, je trouve qu'il faut le côtoyer, il faut l'apprivoiser. Il faut y aller, il faut retourner, on voit des choses, on ne les comprend pas, ça ne nous fait rien. Mais quand ça nous fait quelque chose, c'est grand. Donc parfois c'est une série, Kaamelott ou autre, mais parfois ça peut être un tableau, voilà. Et on apprend des choses de soi. Donc voilà en quoi l'art, ça m'intéresse. Très bien. Ici c'est la SF Connexion, donc qui dit SF dit science-fiction. Je t'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver un lien entre Thomas Cousseau et la science-fiction, mais j'ai trouvé un court-métrage que tu as fait il y a quelques années, en 2013, qui s'appelle 300 000 km/s, qui est absolument génial. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, il est visible sur Dailymotion. Il est vraiment bien. Et j'avais entendu parler, Larsen,
qu'il y avait possibilité d'en faire un long métrage. Alors est-ce que tu sais si ce projet a abouti ou pas du tout, ou s'il va aboutir un jour? Ce projet est en cours, il est toujours en rebondissement, en abandon, en renoncement et puis en reprise. Là en ce moment il est en reprise, à ma grande joie, grâce aux réalisateurs et aux scénaristes qui essayent de vendre ce projet. Stéphane Rétoré. Donc le long métrage, Stéphane Rétoré, oui exactement. Il a énormément de talent. J'ai accepté son projet pour deux choses, parce que d'abord la rencontre, là aussi écho à ce qu'on disait hier, pourquoi je fais ce métier, pour rencontrer les gens, pour être avec vous, pour vous voir. Voilà, il y en a que j'ai vu tout à l'heure, voilà, plein, et à qui j'ai parlé, qui m'ont donné des émotions dingues, qui m'ont fait des cadeaux incroyables, voilà, parfois juste en me disant bonjour, en souriant. C'est pour ça que parfois je dis mais votre sourire ou que je dis des choses, c'est pas pour vous flatter, voilà, c'est vraiment parce que c'est ce que je reçois de vous. Voilà, donc ces choses-là c'est important. Donc j'ai rencontré ce réalisateur, il m'a plu, voilà, c'est comme ça. Et puis il avait aussi un storyboard, c'est-à-dire une espèce de bande dessinée de son film, qui était absolument sublime. Et je me suis engagé là-dessus. Et son film, bon, moi j'ai des réserves, on en a parlé ensemble, des imperfections, tout ça, mais il a vraiment son histoire n'est pas d'une originalité, c'est une histoire connue d'un homme qui remonte le temps grâce à une machine, mais son univers visuel est absolument magnifique. Et donc moi, c'est vrai que mon rapport à la science-fiction est pas extrêmement proche, c'est pas une culture que je connais très fort, mais j'ai quand même assisté à la première projection de Star Wars, donc ça donne une idée de quand c'était. Je m'en souviens très bien, et voilà, donc Star Wars pour moi, j'ai baigné dedans et j'ai adoré ça. Mais son univers, l'univers de ce réalisateur est très beau, visuel, il a des idées et un montage, un sens du montage fabuleux. Donc j'espère que ça va déboucher en film, mais il aimerait que ce soit une série. Donc voilà, l'idée du jour, enfin de l'époque, c'est que ce soit une série, parce que les séries sont en tête de pont, il faut y aller. Voilà, donc je vais arrêter. Non, pas du tout. Voilà, donc on espère que ce sera une série. J'arrête. On l'espère aussi. On a d'autres questions? Oui, bien sûr. Oui, moi j'en avais une, Thomas. Dans le premier volet de Kaamelott, qui est sorti au cinéma en 2021, donc le film, tu joues face à Sting. Moi j'ai pas vu le making-of, mais par contre quand tu l'entends parler dans le film, j'ai l'impression que c'est du phonétique ou de l'appris par cœur. Alors est-ce qu'il parle réellement le français? Est-ce que tu as échangé avec lui en français, ou c'est juste pour les scènes où il tourne et le reste se fait en anglais avec lui? Alors mon grand copain Sting, avec qui nous avons une intimité assez forte. Non, je ne connais pas Sting en fait. Et quand on m'a dit que Sting était là, j'ai dit ouais, super. Mais là aussi, ça va vous montrer une idée de mon inculture à des endroits. Sting, je connais quelques chansons, mais voilà, l'immense star qu'il est, ça m'échappe un peu. Voilà, donc j'étais content de partager le plateau avec lui. Mais pas tellement parce que c'est une immense star de la musique, mais pour l'homme qu'il est, parce que c'est un homme vraiment d'une simplicité, d'une douceur. Il a un charisme incroyable. Voilà, vous imaginez bien quand on le voit en concert, mais aussi quand on est à côté de lui. Et donc Sting, c'est ça. Il parle pas français, il parle quelques mots, mais pas très très bien. Mais donc il a appris par cœur pour te répondre. D'accord. Il a appris par cœur. Ouais, ça se ressent. Quand on l'entend, effectivement, ça se ressent. Ok, merci de ta réponse. Encore une ou deux questions, après je passerai la parole au public. Pour revenir à Kaamelott, pour toi le Graal, ce n'est pas... pardon, excuse-moi, je suis un petit peu... C'est la fatigue, je pense. C'est la fatigue. C'est pas seulement un objet, c'est un calice. On le considère aussi comme étant une pierre magique tombée du front de Lucifer. Ou alors, ceci. Franchement, vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang? Dans un bocal en choix. Déjà pour la contenance, je peux pomper 1 demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Si Joseph d'Arimathie n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal en choix. Voilà. Alors pour toi, qu'est-ce que serait vraiment le Graal? Ma reine. C'est une belle réponse. C'est une belle réponse. C'est une très belle réponse. C'est une très belle réponse. Mais ça n'a pas l'air très très bien parti entre eux. Je ne veux pas spoiler, mais je ne sais pas ce qui se passe après, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'y prennent très très bien. Je ne suis pas sûr que sa façon d'aimer au Lancelot d'Alexandre Astier soit la très bonne façon. Ouais. J'aimerais qu'on parle aussi d'une association que tu parraines qui s'appelle Tournesol.
Donc, Je tu veux voudrais un que tu nous commentaire, tu veux un... Je voudrais que tu nous parles de cette association. Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que les artistes font? Et comment, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait aider l'association à faire ce que tu fais? Tu me prêtes beaucoup de mérite. Je ne parraine pas l'association Tournesol. Je suis un des comédiens, un des artistes à y participer. Comment raconter ça? Il y a quelques années, je travaillais à Belfort, pas très loin d'ici, pendant 2 saisons de suite. Et on y monte 2 spectacles et on a un certain nombre d'activités d'animation à faire. Et on nous envoie dans un hôpital, un service de gériatrie et dans une maison de retraite. Et dans ce service de gériatrie où on nous ferme les portes à clés à chaque fois qu'on passe, voilà, parce qu'il y a des malades un petit peu problématiques qui ne doivent pas sortir, voilà, on vient jouer notre spectacle. Et après ce spectacle, je suis avec mes camarades comédiens, je vois les malades qui viennent d'assister au spectacle, et puis les aides-soignants qui commencent à verser la limonade comme ça pour faire un petit moment. Et là, pour rejoindre une question qui m'a été posée hier, donc moi je suis d'un passé maladivement timide, avec une incapacité à aller voir les autres. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. Et donc je me trouve face à ça et dans ma tête ça va à toute vitesse et je me dis qu'est-ce que je fais? Je reste avec mes copains comme d'habitude, comédiens, où on va parler de notre nombril et du spectacle qu'on vient de faire. Ou alors je me retrousse les manches et puis je vais voir les gens. Et heureusement pour moi, je me suis dit non, je vais aller aider les soignants. Et j'ai commencé à servir les gens et puis à parler avec les malades. C'est-à-dire à me confronter directement au retour que pouvaient faire les patients sur notre spectacle. Ou complètement autre chose. C'est-à-dire bonjour, ou vous allez bien, tout ça. Parce que certains avaient déjà oublié le spectacle qu'ils venaient de voir quelques minutes plus tôt. Voilà. Et sorti de là, je me suis dit, là il s'est passé quelque chose qui est en lien direct avec ce pourquoi j'ai fait ce métier, ce pourquoi j'ai voulu le faire. Et que parfois enfermé dans des théâtres, enfermé sur des plateaux de ciné ou de télé, peut-être on oublie et on joue entre soi. Et l'entre-soi est une chose qui me terrifie le plus. Rester entre gens qui ont la même opinion, qui sont les mêmes, j'aime pas ça. Et donc j'ai beaucoup de mal parfois avec les gens de théâtre. Et j'aime bien aller jouer ailleurs. Et rentrer à Paris, je me suis dit qu'il fallait que je continue ce que je venais de faire à Belfort. Et je vous passe des détails, j'ai eu la chance de rencontrer cette association, Tournesol, qui à l'époque travaillait principalement avec des musiciens. Et ils ont accepté que je fasse un petit essai. Et je travaille avec eux depuis une vingtaine d'années. Et ouais, c'est une des choses les plus importantes de ma vie, j'allais dire de mon métier, mais de ma vie en fait. Et voilà, et donc on travaille pour les malades et on rencontre des malades et on va à leur chevet parfois. Parfois je suis accompagné d'un musicien, parfois j'y vais seul. Et voilà, on est dimanche, demain je rentre à Paris, je vais dans une maison de retraite. Et puis voilà, donc je continue régulièrement et je ne voudrais pas me passer de ça. Et nous avons vécu une situation sanitaire qui a empêché que l'on se voie. Et je me répète par rapport à ce qui a été dit hier, pardon pour ceux qui étaient là, mais moi je trouve que c'est grave d'empêcher qu'on se voit. Je pense vraiment que c'est très grave. Et j'ai assisté avant et après. Je suis retourné dans les établissements assez vite après le premier confinement et j'ai vu les dégâts que ça avait provoqués. Et ça m'a vraiment rendu triste. Voilà. Et il faut qu'on se voie. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est pas très éloigné de ce que je fais avec Tournesol, c'est pour vous voir. Et en plus, vous venez nous voir, vous venez participer à ce salon. Et donc, c'est une grande chance pour moi. Voilà, je un peu divagué, désolé. Non, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Thomas. On va passer la parole au public pour quelques questions. Bonjour Thomas, merci d'être venu. 2 questions si vous permettez. La première d'une fan qui n'est pas là, qui se demande l'évolution de Lancelot. D'abord meilleur ami d'Arthur et cofondateur entre guillemets de Kaamelott et ensuite antagoniste principal. Comment avez-vous vécu le changement personnellement et est-ce que ça a été plus simple ou plus compliqué à tourner? Et ensuite la deuxième question, une question de moi, quelle est votre actu ciné ou télé qui va arriver? Merci à vous. Je vais à l'envers. Mon actu, je viens de finir un spectacle en tournée mis en scène par Jean-Christophe Ambert qui était Fracasse, adapté du Capitaine Fracasse. Nous avons fini il y a quelques semaines. Voilà, donc on l'a tourné pendant 2 ans. C'était une super aventure. Il y avait Jacques Chambon, que certains ont peut-être vu l'année dernière ici,
Voilà, on était une chouette équipe et c'était une très belle aventure. Donc ça c'est tout récent. Je viens de tourner un téléfilm pour France Télévisions avec 2 comédiens formidables qui sont Samuel Le Bihan et Natacha Régnier. Et voilà, c'est un très beau sujet et voilà, moi j'ai une petite apparition dedans, mais j'en parle parce que j'étais très très heureux d'y participer. Je parle aussi d'eux parce que une des autres raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, c'est mon admiration pour les comédiens. Et moi j'étais fasciné devant mon écran et voilà, et donc Samuel, je le connaissais parce qu'on était à l'école ensemble, mais je connaissais Natacha Régnier comme une comédienne que j'avais vue à l'écran et je l'ai vue travailler, j'ai eu la chance de jouer un petit peu avec elle et voilà, et c'était formidable. Mon actualité future, j'espère que nous allons pouvoir réaliser une pièce adaptée de Racine, Bérénice de Racine, et que nous jouerons peut-être à Avignon cet été. C'est en très bonne voie, donc c'est pour ça que j'en parle. Les 2 autres projets de théâtre, il y a tellement d'incertitudes que je préfère pas en parler. Voilà. Sinon, mon actualité, voilà, ça se résume à ça. Maintenant, Lancelot. Lancelot. Je peux pas vous répondre, je peux pas bien répondre à votre question parce que ça ne se pose pas en question de qu'est-ce qui est plus difficile à jouer quand il est copain avec Arthur ou quand il est le traître. C'est pas ça avec Alexandre. Ce qui est difficile, c'est son écriture. Son écriture, elle est pas difficile pour les gens qui baignent dedans. J'en parlais hier, donc là encore, pardon si je me répète, mais les gens qui baignent dans son écriture, eh ben, c'est comme des gens qui savent jouer d'une partition, qui savent jouer d'un style de musique. Voilà, moi je regarde Lionel Astier, je regarde Alexandre évidemment, même Anne qui n'est pas de son univers mais qui s'est vraiment coulé là-dedans de façon formidable. Et ben, c'est comme s'il savait vraiment jouer ce style de musique. Moi je galère comme un dingue. Et voilà, donc petit à petit c'est comment je m'approprie la musique d'Alexandre. C'est ça qui est difficile pour moi. Et comme vous le savez, on a les textes au dernier moment. Donc voilà, donc je n'ai pas suffisamment de recul pour me dire ah, tel aspect du personnage, il va falloir que je fasse ça. Voilà, moi je découvre le film et je découvre ce qui se passe avant et après, ce que j'ai tourné. Et je me dis ah oui, j'aurais pu jouer cette scène complètement différemment si j'avais su ce qui se passait avant. Mais comme il ne raconte pas ce qui se passe avant, ben, je ne peux pas. Voilà, donc c'est sa façon de travailler, donc c'est ça qui est dur. C'est pas tellement les différents aspects du personnage. Je vous ai bien répondu, ça va ? Une question suivante, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Bonjour Thomas. Une simple question, savoir si vous, personnellement, vous avez une idée de la suite des films. Aucune. Ok. Question suivante. Non, aucune, il ne nous dit rien, donc je ne sais pas. Je ne cache rien, je ne sais vraiment rien. Question suivante alors. On a très peu de temps, malheureusement, il nous reste Là. très peu de temps, ça va être très court aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi je suis fan de la série aussi Kaamelott depuis longtemps et notamment des BD. Alors une question me taraude un peu. Les personnages de la BD, tous les personnages, sont très similaires à ce qu'on voit dans la série. Et la question est-ce que vous travaillez avec Alexandre sur les BD aussi, sur comment le personnage doit être interprété entre guillemets Pas du tout. dans les scènes des BD? Non, Pas du tout. Non. Okay. J'ai eu les 2 premiers volumes, je crois, je les avais lus à l'époque, mais ça fait longtemps et depuis j'ai pas suivi la BD. Mais non, aucune. Non, on découvre vraiment le texte le matin au maquillage, 6h du matin, 5h, je sais pas, ça dépend à quelle heure on arrive. Voilà, on l'apprend comme on peut avant le début de la prise et on y va. Voilà. Donc ce qui se passe en dehors, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous répondre, parce que même ce qui se passe en même temps que ce qu'on est en train de tourner dans des scènes avant et après, ce que je viens de dire, je ne le sais pas. Donc voilà. C'est vraiment... Alexandre, c'est un musicien, donc il demande à ce qu'on joue la note juste. Et il a envie d'entendre ça. Il n'a pas envie de savoir comment vous avez travaillé. Ça, il s'en fiche complètement, le personnage. C'est pas du tout son univers, sa façon de travailler. La quinte juste. J'ai vu qu'il y avait un jeune homme ou jeune fille qui voulait poser la question. Pardon. Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir qu'est-ce que vous direz aux personnes qui veulent faire du théâtre, par exemple. Vas-y. Non pas parce que le théâtre c'est la meilleure chose du monde, c'est pas ça du tout, c'est parce que tu en as envie. Le théâtre c'est une chance pour certains, c'est une calamité pour d'autres. Voilà, c'est un métier qui peut être très dur, un métier qui peut être, c'est un métier qui par
de ce que vous voyez de l'extérieur peut être extraordinaire. Parfois, vous avez des gens qui gagnent énormément d'argent et tout ça, ça pourrait paraître bien, mais il y a aussi l'envers du décor. Il y a des gens qui galèrent, qui n'y arrivent pas, qui abandonnent, alors qu'ils ont énormément de talent. Voilà. Mais parfois, les chemins de vie, ça nous amène à essayer quelque chose, et peut-être que ce qui est bien, c'est d'avoir essayé. Et même si non pas on rate, mais on n'arrive pas à aller au bout de ce qu'on veut faire, mais au moins on a essayé. Voilà, moi il se trouve que j'ai eu énormément de chance dans différentes choses, dans différentes rencontres, et j'ai fait une école qui m'a permis d'avoir un certain nombre de connaissances dans le métier, de gens qui me connaissent, et puis ça a un certain prestige. Ça ne me confère absolument pas plus de qualité qu'un copain ou une copine qui ne l'a pas faite cette école. Voilà. C'est juste que ça me confère une légitimité différente. J'ai du bol. Pour l'instant, je travaille encore. Moi, comme je le disais à quelqu'un qui est venu ce matin, je n'ai pas la ténacité, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas bien faire ça. Donc si je n'avais pas fait cette école, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas comédien, je ne serais plus comédien. Voilà. C'est grâce à cette école que voilà, grâce aux enseignants que j'ai rencontrés, grâce aux camarades que j'ai côtoyés, voilà, c'est grâce à ça. Mais vas-y, si tu as envie, moi je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était une sortie de secours pour moi. J'étais tellement enfermé dans moi-même, j'avais tellement peur d'aller voir les autres et je commençais à... Ça, je ne le savais pas à l'époque, mais je commençais non pas à devenir méchant, mais aigri. Et surtout, j'en voulais aux autres qui ne viennent pas me voir, qui ne viennent pas me parler. Je leur en voulais. Je dis, mais pourquoi ils ne viennent pas me parler? Voilà, c'est des cons. Mais en fait, non, voilà, et j'ai compris que par le théâtre, j'allais pouvoir y arriver. Et tu vois, tu me poses une question et j'arrive à te répondre en te regardant, voilà, sans m'enfuir en courant comme j'aurais pu le faire à l'époque. Voilà, et ben si tu as envie, fais-le. Moi, c'était pour ça, c'était aussi parce que j'adorais les textes. Donc j'adorais Shakespeare déjà, voilà, puis plein d'autres. Et j'avais envie de dire des textes à voix haute. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, j'étais dans ma chambre, je me souviens très bien, je lisais des textes et puis c'était dans ma tête. Puis il y a plein de moments où je commençais à les dire à voix haute. Et un poème. Et voilà, donc fais-le. Merci. Autre question? On va malheureusement devoir... Encore une dernière alors, et après malheureusement on devra s'arrêter juste après ça. Excusez-moi, on m'a passé le micro. C'est bon? Moi j'ai vite fait... Ah, où ça? Je vois pas la personne qui a le micro. Ah pardon, elle est devant vous. Bonjour. Devant toi. Je me présente, ça va faire rigolo, mais bon, Viviane. Enchanté, Lisiane. Voilà. Alors moi, ma question, c'est que dans la série Camelot, vous venez de noter vraiment, vous avez une force de caractère, vous êtes très posé, carré, alors que tout le monde autour est barré, complètement barré. Comment intérieurement vous avez fait pour les prises? Parce que ça devait être vraiment dur, enfin, pour rester sérieux. Voilà. Merci pour votre réponse. Eh ben, j'y suis pas arrivé, très souvent, j'ai raté complètement. C'est parfait, vous étiez génial. Ah ben, non, mais je parle pas de la qualité de ce que j'ai fait pas ou pas, ça vous appartient, c'est pas moi qui vais juger de ça. Non, quand je vous dis que j'ai raté, c'est qu'il y a plein de scènes qui ont été coupées au montage, tellement je riais. Donc, travailler avec Serge Papagali, par exemple, celui qui fait Guetno, travailler avec Jacques Chambon, voilà, travailler avec certains d'entre eux, c'est irrésistible. Donc les moments où j'étais en écoute sur eux qui me parlaient, eh ben, je riais tellement que ça a été coupé parce qu'on ne pouvait pas le garder à l'écran. Donc voilà, donc je faisais comme je pouvais. Mais en même temps, c'est bien écrit, Alexandre, il écrit quand même, vous le savez, très très bien. Donc c'est des scènes souvent de ping-pong vocal, voilà. Donc c'est comme je le disais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, c'est pour jouer. C'est pas pour rester au bord du bac à sable et de regarder les autres jouer, mais j'avais envie d'être dans le bac à sable et jouer avec eux. Et là, j'ai la chance de jouer avec des comédiens et j'en profite. Il y avait beaucoup d'improvisation parce que si vous non. aviez sur la manière de dire, sur l'échange. Il y a zéro improvisation avec Alexandre Astier. Zéro. Non, c'est à la phrase près. Voilà. Après, on interprète ce qui est dit. Donc, quand vous entendez par exemple un acteur aussi grandiose qu'Alain Chabat dire le texte d'Alexandre Astier, voilà, c'est un funambule. Voilà, si vous avez vu les films, voilà, c'est un acteur extraordinaire, Alain Chabat. Moi, je le connais pas, c'est pas un pote, je l'ai jamais rencontré sur le. Voilà. Donc, mais moi, je le regarde jouer et j'ai la mâchoire et je me dis, mais comment il fait? C'est magnifique. Voilà, on a l'impression d'un funambule, il s'engage sur le fil, on se dit, ah, il va se casser la gueule, et non, il se rattrape.
c'est fabuleux. Donc voilà, donc regardez les grands acteurs, un autre grand acteur, François Rollin. Voilà, François Rollin, je suis admiratif, hein, voilà, de plein, je ne vais pas tous les citer, pardon pour ceux que mais voilà, donc je suis avec eux et j'ai de la chance. Il y avait un monsieur qui était en... Voilà, j'essaie d'être speed parce que je sais qu'ils ont le chronomètre derrière et que j'ai tendance à déborder, qu'après ça s'enchaîne. Alors j'ai récupéré le micro, il est là-bas, s'il veut s'approcher pour poser sa question tu peux ici. venir Je ne... Très rapidement alors. Ouais. Ici. Bonjour et merci d'être venu. Du coup, moi j'avais une question. Vous disiez que vous avez les textes au dernier moment et la matière arthurienne, ça s'interprète de plein de façons. Donc vous ne saviez pas dès le départ que votre personnage allait vriller. Et donc du coup, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été un sujet de discussion ou pas avec Alexandre Astier, etc. C'est passé crème? Non. Ça vous allait de devenir le méchant? Ouais, c'est chouette, mais comme je le disais tout à l'heure, pardon, je me répète, mais on n'a pas de recul, enfin en tout cas moi. Donc j'ai pas le temps de travailler, de préparer quelque chose. Je suis balancé devant le action, machin, j'ai le texte qui défile dans ma tête, je me dis, oh là là, est-ce que je vais pas me planter? Je viens de l'apprendre, vous voyez? Donc avoir... c'est en fait un peu Alexandre qui arrache quelque chose de nous, qui prend quelque chose de nous, de ce qui sort dans le premier jet comme ça. Mais moi, j'ai le temps de rien préparer en fait. Tout vient d'Alexandre quasiment. Hein. Voilà. Et comme il distribue et qu'il pense aux gens pour qui il écrit, eh ben, il emploie différents instruments comme en musique. Il y a un violoncelle, il y a une flûte, il y a un triangle. Voilà. Et tout d'un coup, ces différents instruments que nous sommes, il les fait sonner comme ça. Et parce qu'il sait comment ils sonnent, voyez, grâce à son écriture. Je sens que nous devons arrêter, j'en suis désolé, merci de vos questions. Avant juste de nous quitter, Thomas, j'ai un petit présent pour toi. J'ai cherché longtemps, j'ai mené ma quête. C'est pour toi, si tu veux l'ouvrir, n'hésite pas. Non, parce que je suis hyper pudique, donc même si j'ai l'impudeur de me présenter devant vous, mais je vais l'ouvrir en coulisses, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Merci. En tout cas, merci à Thomas Cousseau. J'aimerais qu'on vous. l'applaudisse bien fort, monsieur Thomas Cousseau. Merci infiniment et merci à vous, public, d'être aussi nombreux aujourd'hui à la SF Connexion. Merci infiniment. On se retrouve dans quelques instants pour une autre interview. Vous applaudissez en même temps ce monsieur qui est à l'origine, voilà, Johan, qui est à l'origine de ça et qui a fait un travail absolument extraordinaire. Absolument. Avec toute son équipe. Johan, merci à vous, président. merci à vous, Johan. merci d'être là si nombreux.